à peu près partout dans le monde. Nous sommes dans un piège politique qui a des caractéristiques communes dans tous les pays du monde, notamment en inversant le sens des mots, en inversant carrément le sens des mots, comme Orwell le signalait dans 1984, vous savez, dans Big Brother et la novlangue, privait les gens qu'il voulait dominer de la possibilité même de résister en inversant le sens des mots. Et en supprimant carrément les mots qui permettent de désigner le problème, on nous affaiblit. Et il y a un vrai travail à faire, que nous devrions tous faire, sur la réappropriation du vrai sens des mots qui contiennent les solutions et que nous ne savons plus même voir parce que nous leur donnons un sens inversé. Je cherche de façon constructive, réaliste, pas du tout utopique, je cherche à instituer, à imaginer un système d'institutions qui, enfin, nous protégerait contre les abus de pouvoir. Le fil d'Ariane de tout ce que je fais en matière politique depuis 6 ans, c'est quelles sont les causes des abus de pouvoir, qu'est-ce qui rend possible les injustices sociales. Et je vais vous exposer là où j'en suis dans ce chantier. Et puis, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger efficacement et durablement. Donc, ce sur quoi je voudrais me concentrer, c'est qu'est-ce que c'est qu'une constitution, quel rapport y a-t-il avec les injustices sociales, en quoi ces injustices sociales, les combats contre les injustices sociales sont de nature à nous diviser si nous nous occupons des conséquences ou nous occuper des causes, et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que nous ayons enfin une vraie constitution. Mais il me semble, moi, que toutes ces injustices sociales ont un point commun, une cause commune qui est notre impuissance politique. Et vous êtes concernés, comme moi, je crois, sauf si vous êtes, mais même si vous êtes parlementaire, notre impuissance politique générale est, je trouve, une cause commune de la difficulté que nous avons à résister à toutes les injustices sociales, pratiquement toutes. Et si vous voulez, je suis une méthode qui est précieuse, et je pense qu'elle me servira toute ma vie. J'ai découvert ça, je trouve que c'est très très utile. Chercher la cause des causes. Et c'est très malin ça, je trouve. C'est-à-dire que, on peut prendre un ou deux exemples, on ne soigne pas une maladie en s'en prenant aux symptômes. Tout le monde comprend ça, je crois. On soigne une maladie en cherchant la cause de la maladie, et en s'en prenant à la cause, on règle la maladie. Et s'il y a plusieurs causes, ce qui est souvent le cas, pratiquement tout est multifactoriel, s'il y a plusieurs causes, on ne s'attaque pas à n'importe quelle cause. On essaye de remonter vers la source, c'est une autre image, on essaye de remonter vers la source pour prendre la causalité première, pour détecter et se débarrasser de la causalité déterminante, on dit, c'est-à-dire qui détermine les autres. Et j'ai bien intégré ça. J'ai intégré cette méthode de recherche, et c'est elle que j'utilise. Et donc, quand je regarde toutes ces injustices sociales, je ne me contente pas de me bagarrer sur la corruption. J'essaye de trouver la cause de la corruption. Je ne me bagarre pas contre les banquiers qui sont en train de nous ruiner. J'essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que ces banquiers ont le pouvoir et moi aucun. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne m'en prends pas aux banquiers en disant « il est mauvais alors que nous sommes bons ». Pas du tout, je ne raisonne pas dans ces termes. J'essaye de comprendre quelle est la cause principale de mon impuissance politique. Et je raisonne bien sûr en commun, puisque je raisonne pour la cité, pour notre corps social. Pour le dire en 2 mots, dire ce que nous devrions expliquer à nos enfants quand ils sont petits, et ce que nous devrions ensuite entretenir dans notre esprit, entre nous, pour ne pas perdre de vue l'essentiel. Si je mets le peuple en bas, le groupe d'humains qui veut faire société, tant qu'il n'a pas le droit écrit, donc l'état de droit, et se tape sur la figure et vit des mœurs brutales, et qui, pour se pacifier, il y a à peu près 2500 ans d'ailleurs, pour se pacifier, décide de se soumettre à un droit qui va lui être supérieur et qui va empêcher les plus forts, en gros, qui va empêcher les plus forts d'imposer leurs lois, entre guillemets.
qui précisément n'est pas une loi. La loi du plus fort, c'est pas une loi, c'est une vue de l'esprit. En tout cas, pour éviter que les plus forts n'abusent des autres, la collectivité humaine met en place un droit, donc des règles écrites, qui sont produites, qui sont écrites par des pouvoirs qui sont au-dessus de nous. Donc, au-dessus de nous, nous consentons à mettre en place, on dit instituer des pouvoirs qui vont avoir le pouvoir très important pour nous de produire du droit auquel on va consentir, mais très important, mais en même temps très dangereux. C'est-à-dire que ces pouvoirs que nous acceptons de mettre au-dessus de nous, ils sont à la fois très utiles et très dangereux. Alors, compte tenu de ça, très tôt, les humains, mais il y a des milliers d'années déjà, les humains ont compte tenu de ce danger, parce qu'ils ne sont pas fous, ils ont prévu des règles qui sont au-dessus de ces pouvoirs, des règles supérieures qui s'imposent à ces pouvoirs pour nous protéger. Ces règles supérieures s'appellent le droit du droit, s'appellent la Constitution. La Constitution, c'est du droit, mais c'est du droit supérieur qui est chargé d'inquiéter les pouvoirs, de les affaiblir, d'affaiblir les pouvoirs pour nous protéger, nous. Ça, un enfant le comprend. Nous devrions être pétris de cette organisation protectrice et nous devrions défendre cette idée précieuse, protectrice, apaisante, une vraie constitution, pas une fausse. On va voir que ce que j'appelle des voleurs de pouvoir sont champions pour inverser les mots, y compris le mot constitution. C'est-à-dire qu'ils sont champions pour appeler constitution ce qui en fait fait exactement le contraire, parce que c'est pas parce que vous mettez un texte que vous êtes débarrassé du problème. Il faut que ce texte, je répète, le texte supérieur, il faut pas seulement qu'il organise les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser. Une constitution, ça ne sert pas à organiser les pouvoirs. Une constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs, à inquiéter les pouvoirs pour nous protéger, pour protéger tout le monde de tous les abus de pouvoir, pour nous protéger tous à tout moment, riches, pauvres, jeunes, vieux, pour nous protéger tous d'un maximum d'abus de pouvoir. Il y a la Constitution. Une fois qu'on a compris ça, normalement, on est tout prêt à comprendre que la personne qui va écrire, les personnes qui vont écrire ce texte supérieur, chargé d'inquiéter le niveau de ceux qui vont produire le droit, c'est-à-dire les parlementaires, les juges, les ministres, les présidents, même les hommes de médias, si la Constitution se met à s'occuper des médias, les journalistes aussi devront craindre la Constitution, les banques, puisque le pouvoir monétaire aussi devrait faire partie d'une Constitution moderne dans laquelle les pouvoirs seraient séparés, on en parlera tout à l'heure peut-être. Ces pouvoirs-là, qui sont au niveau, qui produit des règles que nous craignons, nous, ces pouvoirs-là, vous avez compris, doivent craindre la Constitution pour nous protéger, nous, pour que vous comprenez que, comme ils sont utiles et dangereux, il faut qu'ils craignent, il faut qu'ils aient quelque chose à craindre. C'est une folie de laisser ces gens-là écrire la Constitution. Vous comprenez bien que si les hommes au pouvoir écrivent eux-mêmes les règles du pouvoir, les règles qu'ils sont censés craindre, est-ce que c'est clair? Moi, je trouve ça... Moi, ça me paraît pas compliqué et très important. Et je suis très surpris que ça ne soit pas plus dans le débat des gens d'en bas. Alors que ce ne soit pas dans le débat des parlementaires, des ministres, des hommes de pouvoir, ça ne m'étonne pas. Que ce ne soit pas dans les discussions des hommes de parti qui... Bon, je sais bien qu'il y a des gens super dans les partis, j'ai plein de copains dans les partis, mais à la tête des partis, il y a quand même des gens qui sont... il y a comme un filtre, hein, on dirait que les partis arrivent à choisir parmi nous les plus menteurs, les plus résistants au mauvais traitement, les plus traîtres, les plus... Enfin, on dirait que... Alors pas tous, hein, je sais bien qu'il y en a qui sont pas... Mais enfin, en gros, quand même, on dirait que... Enfin, les gens qui sont à la tête des partis ne nous ressemblent plus, quoi. On dirait qu'il y a eu un tamis. Donc, ça ne m'étonne pas que parmi ces gens-là, ils ne parlent pas de constitution, rien. Mais que nous... Dans le contexte actuel qui est quand même favorable pour moi pour vous expliquer ça, parce qu'aujourd'hui, les abus de pouvoir, on les voit, mais c'est impressionnant quand même. Là, tous les jours, on en a 4, 5 nouveaux, considérables de nouveaux abus de pouvoir.
révoltant. Et toujours, quelque chose on n'arrive même plus à formuler tellement c'est quotidien, toujours notre impuissance politique. Ce que j'observe partout, c'est que dans la Constitution ne sont pas programmées toutes les règles qui organiseraient notre puissance. C'est-à-dire que dans ces anti-constitutions manquent les institutions qui organiseraient notre puissance. C'est pour ça que nous sommes impuissants. C'est parce que rien n'est programmé pour nous donner de la puissance. Ça, c'est une cause. On est déjà, vous savez, je vous parlais de l'arbre des injustices sociales, avec toutes ces conséquences, toutes ces branches que sont la corruption politique, les abus de pouvoir dans l'entreprise, la catastrophe écologique, le chômage, les bas salaires, etc. Toutes ces injustices sociales, les discriminations, le racisme, toutes ces injustices sociales, je les prends comme des conséquences de notre impuissance à nous battre contre elles. Nous sommes très nombreux, et il n'y a pas besoin qu'on soit tous, nous sommes déjà très nombreux à être prêts à nous battre contre elles, mais nous sommes impuissants. Je propose de nous en prendre à la cause de cette impuissance, pour en venir à bout. Comme un malade, le médecin, il va falloir qu'il trouve la cause de la maladie. Alors, cette impuissance politique, d'où vient-elle? Elle vient de la Constitution. Je remonte vers la source, je remonte vers la racine. Elle vient de la Constitution. Ah, la Constitution. Alors, comment se fait-il que ces constitutions soient des mauvaises constitutions? Alors, j'essaie de comprendre. Mais qui a écrit ces constitutions? Qui les a écrites? Alors, qui les a votées? C'est toujours les peuples. C'est toujours les peuples qui votent les constitutions. Et manifestement, ça ne suffit pas à régler le problème, puisque les constitutions, comme je vous le disais, programment partout l'impuissance des gens. Donc, le vote n'y fait rien. Ne vous contentez pas d'une constitution qu'on va vous proposer au vote. C'est une arnaque. C'est pas là que ça se joue. Ce qui est important, c'est pas qui vote la Constitution, ce qui est important, c'est qui l'écrit. Alors, qui l'écrit? Partout dans le monde, à toutes les époques. Qui écrit la Constitution? Vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure? Il y a nous, il y a les pouvoirs qui sont capables de produire du droit utile pour nous et dangereux, et puis il y a ces institutions qu'ils devraient craindre. Qui écrit ces institutions qu'ils ne craignent jamais? Eux-mêmes. Ma thèse. Et je me donne du mal, je viens vous voir, parce qu'il faudrait absolument que ça devienne votre thèse, que ça devienne notre thèse, que nous nous concentrions là-dessus. Si je suis tout seul, ça ne marchera pas. Mais si on est des millions, des milliards à dire, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Il faut arrêter d'avoir des professionnels de la politique dans les assemblées constituantes pour que ça cesse. Le fait que ces professionnels de la politique programment l'impuissance des gens, mais c'est normal, ils ont un intérêt personnel. Je ne dis pas que c'est des crapules. Je dis que, en tant que professionnels de la politique, même très vertueux, même très gentils, même très généreux, au moment d'écrire une constitution qu'ils vont craindre, par construction, dans cette occurrence-là, ils sont en situation de conflit d'intérêts. Alors, conflit d'intérêts, il faut comprendre, c'est très important de comprendre ce mot-là, parce que c'est la clé de toute la catastrophe dans laquelle on est. Écoutez bien, conflit d'intérêts, je vais vous donner un exemple, et je vais revenir ensuite à mon député constituant. Un conflit d'intérêts, c'est comme un juge, un très bon juge, un juge honnête, soucieux du bien général, soucieux de justice, mais vous n'imaginez pas, il est pointilleux, pas une once de malhonnêteté. Un bon juge. Dans le rôle, dans le planning de ses affaires, arrive son propre fils, sa fille, soit en victime, soit en accusé. Tout le monde sur Terre comprend que ce juge-là, même un bon juge, il est incapable de rendre la justice pour sa fille, pour son fils. Vous comprenez ça? Ça s'appelle un conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, ça ne veut pas dire qu'il est malhonnête. Pas du tout. Ça ne dit pas que c'est une crapule pourrie. Pas du tout. Ça dit que dans cette occurrence-là, il ne peut pas être juste. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là partout dans le monde? Et ça ne pose aucun problème, même pas au juge. Même lui-même va mettre un point d'honneur à se mettre lui-même à l'écart. On le récuse. On le récuse, ça veut dire on le tient à l'écart pour ce procès. Pourquoi? Parce que là, il serait jugé parti. Il serait en conflit d'intérêts. Donc ça ne va pas. C'est très important, ça ne va pas du tout. Vous comprenez ça? Eh bien, ce que je vous dis, c'est que les parlementaires,
les ministres, les juges, les présidents, les journalistes, les banquiers, tous ceux qui exercent un pouvoir important. Les médias et la banque, il faut qu'on les mette à côté du Parlement, du gouvernement et des juges. Ça fait partie, il n'y a pas 3 pouvoirs, il y a 5 pouvoirs importants qui nous menacent et qu'il faut affaiblir, contrôler avec une constitution. Donc, tous ces gens-là, et y compris les candidats à ces fonctions-là, donc y compris les gens qui ne sont pas encore parlementaires, qui ne sont pas encore ministres, mais qui se projettent dans l'avenir, qui sont candidats à, ils sont dans un parti, ils vont l'être. Vous comprenez ça, hein? Donc tous ces gens-là, même s'ils sont très gentils, très vertueux, très bons, très dévoués au bien commun, au moment du processus constituant, au moment d'écrire une constitution, au moment d'écrire ce texte qu'ils vont craindre si cette constitution est bien écrite, ils sont dans une situation radicale, criante de conflit d'intérêts, où ils ont un intérêt personnel contraire à notre intérêt général à tous. Nous avons laissé désactiver un outil génial qu'est la Constitution, qui nous protégerait efficacement aujourd'hui contre les banquiers et tous les oligarques. Nous avons laissé vider de son sens un mot essentiel, un concept, un outil de protection juridique essentiel. Nous l'avons laissé vider de son sens en laissant écrire les constitutions par ceux-là même qui devraient la craindre. Donc la solution, elle n'est pas dans ces gens-là. Si on attend de ces gens-là que ça change, ça ne changera jamais. C'est pas ça la cause des causes. C'est pas eux la cause du problème. La cause du problème, c'est ceux qui les laissent écrire ces règles-là. C'est nous. C'est nous qui sommes paresseux ou incultes, peureux. Je le dis gentiment, hein, parce que c'est affectueux. Je sais pas. Attendez. Si vous renoncez, vous, à écrire la Constitution, il ne faut pas vous plaindre de votre impuissance politique. C'est votre faute, c'est notre faute. Je crois que je tiens là. Et alors, ce qui donne de l'espoir, c'est que si c'est en nous, ça peut changer. Ah. Si ça tient qu'aux autres, et qu'en plus, c'est des affreux qui sont en conflit d'intérêts, c'est mal barré. Mais si c'est en nous, et que c'est si simple finalement, c'est pas compliqué. Je vous jure que c'est pas compliqué. C'est compliqué si on n'est pas nombreux. Voilà, si on est 1000, 2000, si on est 100 000, ça ne marchera pas, ils nous massacreront. Les Versaillais. Écoutez Guillemin, il va vous expliquer la Commune, vous allez comprendre ce que veut dire le mot Versaillais, c'est épouvantable et c'est les mêmes aujourd'hui qui nous laminent. Je voudrais attirer l'attention des gens sur le fait que dans toutes les anticonstitutions du monde, les voleurs de pouvoir ne mettent qu'une partie des règles et qu'ils soumettent, c'est dans le meilleur des cas, parce que c'est pas toujours, et qu'ils soumettent au référendum ensuite, et nous avons l'impression, en mettant notre signature, de dire, en votant pour cette constitution, en disant, voilà, c'est moi qui ai décidé, je suis d'accord pour avoir cette constitution. Mais tous les voleurs de pouvoir du monde, en tout cas chez nous, complètent cette constitution en disant, les détails seront fixés par loi organique. Je voudrais attirer votre attention sur ça s'appelle un chèque en blanc, ça, techniquement. Exactement. Voilà. J'appelle ça un chèque en blanc, littéralement, parce que les lois organiques sont des lois votées par le Parlement, réunies ou pas en congrès, et qui va décider tout seul, sans nous, des modifications de la Constitution. Je serais d'avis de supprimer littéralement l'existence même des lois organiques qui sont la confusion des pouvoirs, qui sont les hommes au pouvoir qui sont en train d'écrire les règles du pouvoir. Je pense que le processus constituant devrait être populaire et rien d'autre, et qu'il n'y a aucune raison que nous acceptions les lois organiques. Le citoyen est constituant et l'électeur regarde les écrans. C'est deux mondes différents. Donc l'urgence, elle n'est pas de créer des communautés. On peut créer des communautés si on veut, évidemment, mais c'est pas l'urgence. L'urgence, c'est de devenir constituant, c'est-à-dire citoyen, c'est-à-dire vigilant. On peut cumuler les deux. Oui, on peut cumuler les deux. On peut très bien faire des communautés et avoir une activité constituante. C'est vraiment pas compliqué, constituant. Je demande pas aux gens un effort considérable. Hein. C'est pas grand-chose. Imposez-vous 1 minute par jour. 1 minute. Combien de temps vous passez devant la télé? Éteignez la télé et passez 1 minute par jour à réfléchir concrètement à la Constitution. Et puis si ça vous gonfle parce que c'est pas le moment, voilà,
vous êtes pressé, vous avez autre chose à faire, vous êtes fatigué, ne le faites pas. Mais demain, de toute façon, il faut refaire une minute. Tous les jours, vous faites une minute. Comme on fait une minute de piano, et puis si c'est un jour où ça va bien, bah, t'en fais 10 minutes, t'en fais une demi-heure, t'en fais une heure, si ça va bien, si c'est agréable, quoi. Parce qu'en fait, l'appétit vient en mangeant. Donc tu fais une minute, très souvent, tu vas voir, c'est agréable. Et si en fait c'était juste de s'y mettre qui était compliqué. Mais quand tu y es, c'est sympa, ça vaut le coup de continuer. Et tu vas voir que tous les jours, tu fais une minute, et en fait tu fais plus. Et puis c'est bien, puisque c'est une minute. C'est bien, mais ça te plaît. Et il faut faire une minute par jour pour être sûr d'en faire tous les jours. Tous les jours, tu prends n'importe quel article dans la Constitution française, tu prends n'importe lequel, tu y réfléchis, vous allez comprendre ce qui est dit dans cet article, puis comprendre, j'ai jamais écrit comme ça, comprendre comment tu es exclu là, comment le peuple est tenu à l'écart dans cet article. Et dans tous les articles, nous sommes tenus à l'écart. Il n'y a pas un article dans lequel nous sommes tenus à l'écart dans tous. Bah, chaque jour, j'essaye de comprendre où est-ce que je suis floué, blousé par mes représentants dans l'article, et puis j'essaye de le reformuler pour que je ne sois plus mis à l'écart. Et puis tu réfléchis à d'autres, il y a d'autres façons de faire dans les ateliers constituants, il y a plein d'activités qui peuvent être marrantes d'ailleurs. Tous les mois, dans mon village, je participe à un atelier constituant chez une copine, et on se régale. Donc ça marche bien, on se régale, c'est bien. On progresse. Et il y a plein de nouveaux, tout le temps. Moi, quand j'en parle dans le train, j'ai souvent, quand je vais en conférence, j'ai souvent 4-5 heures de train, quelquefois 7. Et donc je parle aux gens, et je leur parle de Constitution. Je leur parle un peu de parapente, mais beaucoup plus de Constitution. Et ils comprennent très vite. Hein. Il faudrait qu'on fasse tout ça, quoi. Et vous ne regretterez pas. Enfin, vous allez voir, c'est vachement agréable. Les ateliers constituants, c'est une façon de faire de la politique en adulte qui est vachement agréable. Et ne focalisez pas sur le résultat, il n'a pas tant d'importance que ça. Il y a une bonne image, je trouve, qui est celle des lignes de A. Quand nous avons appris à lire, l'important c'était d'apprendre à lire, et quand on a appris à écrire surtout. Quand nous avons appris à lire et à écrire, nous avons lu des textes qui n'étaient pas très importants. Une fois qu'on avait appris à lire, on pouvait les jeter, ces textes, c'était pas très important. Et quand nous avons appris à écrire, on a fait des lignes de A. Le A, on l'a fait plein de fois jusqu'à l'écrire bien. Mais ensuite, les lignes de A, on les a jetées. Moi, j'ai fait des lignes de A, toi, tu as fait des lignes de A, lui, il a fait des lignes de A, elle a fait des lignes de A. Et on a jeté tous ces A. Parce que ce qui comptait, c'était pas les A, c'était nous qui sommes en train de devenir capables d'écrire des A. Ben, les ateliers constituants, c'est ça. Ce qui compte, c'est pas les articles qu'on écrit, c'est nous qui sommes en train de nous hisser au-dessus de l'électeur, au-dessus des élus, en disant c'est moi l'employeur, c'est moi le souverain, et je veux des élus mais sous mon contrôle, ou je veux des tirés au sort sous mon contrôle, je veux des... Et cette activité qui consiste à s'entraîner, à se hisser politiquement au-dessus, à penser la politique en adulte, c'est elle qui nous transforme, c'est le fait de nous habituer à penser comme ça. Donc le fait qu'on écrive des A, c'est un détail, quoi. Enfin, le fait qu'on écrive des articles, c'est vachement agréable. L'enfant qui écrit ses A, il est content de les écrire bien. Donc ça fait partie du plaisir, hein, d'écrire des beaux articles, mais on les jettera, les articles. Enfin, on les gardera peut-être pour s'en souvenir, mais bon, c'est pas... Il me semble que c'est ça qui nous transforme. C'est de nous apercevoir que quand j'écris chaque député rend des comptes à ses électeurs tous les 6 mois. T'as vu, j'ai réfléchi pour savoir si c'est tous les 6 mois, tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, tous les 6 mois. Quand j'écris ça, chaque député rend des comptes à ses électeurs tous les 6 mois. Le fait de l'écrire, le fait d'écrire, ça matérialise ma transformation.
je me transforme comme une chenille se transforme en papillon. Je deviens de électeur, je deviens citoyen. Je suis en train... C'est parce que j'écris que je deviens constituant. Je m'autorise un truc que les élus ne veulent pas que je fasse. Les élus me tiennent à l'écart, m'interdisent de faire ça. Ils m'infantilisent. C'est pas aux électeurs d'écrire la Constitution pour eux. Quand je me mets à écrire le matin, tout seul devant mon poste de radio, je tempête devant cet oligarque qui est en train de préparer mon asservissement, et je cherche des moyens de lui résister, j'éteins la radio et j'écris un article qui va l'empêcher de faire, je suis en train de me transformer. Je n'accepte plus d'être ravalé au rang dégradant d'électeur. Et électeur, ça ne me suffit plus, ça m'humilie d'être représenté. C'est Rousseau qui disait ça. Vous m'humiliez en me représentant. La souveraineté ne se représente pas.